Bonjour et bienvenue encore une fois dans AGN avec aujourd'hui le livre séminal sur toute la structure qui va exister dans le monde des ténèbres et surtout en particulier dans les livres de vampires, qui est Chicago by Night, donc première édition. Comme vous le voyez, c'est une occasion que j'ai récupérée sur Internet. Un livre qui accuse évidemment son âge, hein, on est en 91. C'est vraiment le livre qui va changer toute la façon dont va être conçu Vampire, où on va passer de scénarios qui sont un peu je vais pas dire improvisé, mais en tout cas fait à la bonne franquette, par des inspirations diverses, notamment ce qui a été fait sur Ars Magica, d'autres jeux comme Shadowrun. Je rappelle que l'un des concepteurs de Shadowrun a fait le système de vampire, pour arriver à quelque chose qui à mon avis, doit énormément, et c'est pas moi qui l'indique, hein, c'est Mark Reinagen, euh, notamment à Pendragon, donc évidemment avec une structure qui donne essentiellement des PNJ, des relations. C'est quelque chose qui, à mon avis, était très très cher à certains concepteurs, notamment, je pense à Greenberg. Ça montre encore une fois tout le génie et la force de Chaosium, qui reste une influence absolument démentielle sur pas mal de jeux de rôle. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans la bête. Donc, illustration un peu vieillotte d'un des dessinateurs dont j'ai oublié le nom, qui va pas forcément faire figure et qui montre donc un vampire qui a un pieu dans le cœur, qui est jeté du haut d'un gratte-ciel à Chicago. Et donc on va commencer. Alors ouais, l'idée c'est que il y a un jeu de mots parce qu'en grosso modo c'est le second visage de la seconde cité, puisque je crois qu'à l'époque Chicago est l'une des villes les plus importantes en termes enfin, je crois que c'est la troisième, je sais pas si c'est la deuxième, mais à mon avis c'est au moins la troisième ville des États-Unis avec son agglomération. Et la seconde cité, c'est une référence en fait dans l'historique de Vampire, c'est censé être la ville où tout part en sucette, où en gros qu'un part, et les antédiluviens qui sont à la troisième génération commencent à construire leur monde. Donc illustration encore une fois de Tim Brooke. Et donc on a enfin Renagan, Greenberg et Steve Klow, qui est un nouveau venu qui va arriver. Alors, en fait, essentiellement, quand on regarde comment ça a été écrit, c'est même s'il y a eu du discussion entre les différentes personnes, on voit que c'est surtout Greenberg qui va bosser, qui va faire le chapitrage sur les personnages, qui est le truc fondamental, sachant qu'il a aussi fait un petit peu l'histoire des coteries, qui est un élément très très important dans Vampire et surtout dans les By Night. Donc les By Night ont toujours le même système. Il y a Steve Hardwick aussi qui a bossé dessus. Le système est toujours un petit peu le même, à savoir qu'on va avoir une introduction standard, l'histoire de la ville, avec une histoire qui mêle à la fois l'histoire humaine et l'histoire vampirique, donc des Kindred. La géographie, qui évidemment a un peu vieilli parce que c'est quelque chose qui a été fait en 91, donc c'est toujours très intéressant quand même de lire ça à la lueur de ce qui a pu changer en une trentaine d'années. Les personnages, qui sont souvent donc tous les vampires divisés par clans, toujours assez intéressant de... Ouais, pardon, il va y avoir beaucoup de tout sautage aujourd'hui parce que je suis très malade. Essentiellement les vampires répartis par camp et surtout les coteries qui sont les différentes interactions entre les personnages qui cherchent à se protéger les uns les autres et accomplir en fait des projets ensemble. Et enfin les encounters qui sont un truc qui va très très rapidement disparaître, qui sont des rencontres aléatoires simplement. Donc on va avoir toute une palanquée d'illustrations de Tim Brooke qui vont pour la plupart en fait demeurer dans ce bouquin là. Celle-ci c'est l'illustration des ventrus, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être juste utilisées pour ce bouquin. Donc on est assez gâté parce que c'est du Brad Street en noir et blanc, c'est plutôt cool. On a une grosse introduction sur les dangers des anarques, par le justicard Pétrodon, qui est le justicard Nosferatu. Donc on rappelle, hein, les justicards, c'est les sortes de super agents, c'est la main du... En gros, il y en a un par clan, il y a 7 clans dans la Camarilla, et ils représentent l'autorité la plus haute, passer le cercle intérieur, sachant que le cercle intérieur se cache et ne se réunit qu'une fois tous les 7 ans ou tous les 20 ans, je ne sais plus, en Europe. Donc on a une introduction sur la ville venteuse, qui est donc, comme je disais, l'une des plus grandes villes des États-Unis, qu'on surnomme la seconde cité, même si maintenant elle a baissé, notamment à cause de la perte industrielle, puisque Chicago était à la fois une place forte donc de l'économie, de l'industrie. Ce qui évidemment, on rappelle, hein, Vampire, c'est essentiellement, c'est quand même beaucoup de gens qui sont, enfin même si on peut remettre ça en question, les gens de Whitehall sont essentiellement des gens qui pensent, des mecs qui penchent à gauche, démocrates, voire carrément socialo pour certains.
Même si bon, ils ont des opinions assez rock'n'roll des fois, notamment sur la religion, j'en passe des meilleurs. Mais il y a cette idée en fait vraiment que Vampire n'est jamais qu'une sorte de réinterprétation des dégâts du véganisme, à savoir qu'en gros, bah, les vampires sont plus ou moins pour beaucoup. Quand vous lisez la description du monde des ténèbres, ils ont tendance à vampiriser littéralement tous les commerces, ce qui fait qu'en fait la ville elle-même et le monde dans lequel on agit est encore plus en déliquescence qu'indiqué dans le monde réel à cette époque-là. Et je vous renvoie, si vous ne me croyez pas, à Baptême par le feu, qui se passe à Gary. Donc Gary, c'est une ville qui est dans la banlieue de Chicago, qui est un peu inféodée. Il y a un bisbille entre le prince de Gary et le prince de Chicago. Et clairement, on vous explique que Gary est une ville mourante, que tout le monde est là juste pour récupérer un maximum de ce qu'ils peuvent. Mais toutes les industries ont été détruites. Et évidemment, dans ce monde, on dit que, en gros, les forces de Gary, de Chicago, notamment l'industrie du métal et de l'acier, a été en partie détruite par un vampire qui s'appelle Ballard, dont on va reparler plus tard, qui cherchait en fait à éradiquer la puissance de Gary, juste à côté de son prince Modus. Évidemment, dans la réalité, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais on est vraiment sur le mode de la Rose Belle, le libéralisme à tout va, la disparition de l'État, donc la disparition de toutes les choses qui faisaient le lien social aux États-Unis, et cette espèce d'idée qu'on est arrivé déjà sur une décennie perdue, alors que, ironiquement, les années 90 incarnent la fin de l'histoire, enfin, d'après Francis Fukuyama, c'est le moment où le mur, l'URSS, on est juste au moment là, hein, c'est juste au moment de la destruction, de la chute du mur de Berlin. Et donc, cette espèce d'idée d'une Amérique triomphante, en fait, ne se retrouve pas du tout dans la Mascarade, qui évidemment joue sur les rôles d'horreur, mais va un peu plus loin. Il y a beaucoup d'inspiration, évidemment, notamment Upton Sinclair, qui est un très très grand auteur américain, qui a beaucoup bossé sur justement l'urbanisme, Chicago, et pas mal qui a un ton extrêmement narquois, va être une inspiration prépondérante. Il est même cité en fait en introduction dans ce livre. Et donc très rapidement, on va avoir l'idée du thème qui est centrale dans ce livre et qui va devenir en fait, c'est ça la grande ironie de Chicago by Night. C'est un livre où je vais vous montrer des interactions avec le prince, les primogènes, les anarches, les différentes factions en puissance, des Méthusalem, donc les très très vieux vampires, 4e et 5e génération, qui se cachent et qui manipulent tout le monde, les vieux Broujas contre les nouveaux Broujas, les vieux fous contre les vieux sages, et ça c'est des choses qui vont devenir quasiment des clichés dans l'indication du monde de Vampire la Mascarade, alors qu'on vous dit clairement que ne serait-ce que la répartition sociologique des vampires, le fait qu'il y ait énormément de vampires, on rappelle que normalement il y a un vampire pour 100 000 habitants, à Chicago on est sur entre 70 et 100 vampires sur tout Chicago, ce qui d'ailleurs on vous l'indique est absolument incommensurable, et vous allez voir en fait la partie du livre consacrée aux personnages est absolument immense. Et c'est quelque chose qui devait en fait être une anomalie dans le monde de vampires, puisque en gros, Chicago by Night, donc le Chicago vampirique de Camarilla, est la ville où il y a le plus de vampires, la plus peuplée en fait en termes de kindred, donc de vampires de Camarilla. Mais en fait, c'est vraiment une exception et ça ne devrait pas être le cas ailleurs. Donc on a un petit édit qui est assez simple. En fait, on explique que la ville est dirigée par l'Odin. L'Odin est le prince. Il a sous ses ordres, enfin il a un conseil qui constitue l'opposition régulière qui s'appelle les primogènes. Donc les primogènes, c'est les plus vieux vampires de chaque clan qui officie dans la ville de Chicago. Donc évidemment, il y en a 6 puisqu'il y a 7 clans. Et donc le 7e clan, les Ventrus, c'est le clan de l'Odin. L'Odin est le prince qui dirige la ville. Il a érigé ses propres lois, sachant que ces lois sont plus ou moins celle de la mascarade, mais l'idée c'est concrètement, vous pouvez tuer des gens, enfin il y a des trucs un peu soft, où en gros l'idée c'est de pas se faire prendre, vous pouvez tuer des gens quand vous nourrissez mais il faut cacher les corps, il ne faut pas toucher aux gens qui voyagent dans la ville, puisque Chicago est un immense hub de connexion au niveau des aéroports, et surtout est situé, si vous regardez une carte, c'est un véritable centre névralgique de transport pour voyager par avion, par train ou même en voiture, pour atteindre le Midwest et donc faire route vers l'ouest des États-Unis. L'idée de l'Elysium, donc ça commence à apparaître. Donc l'idée de l'Elysium, l'Elysium c'est quelque chose qui va être formulé de manière beaucoup plus standardisée plus tard. C'est là où vraiment avec Chicago by Night, on commence à avoir des concepts qui étaient plus ou moins latents, qui deviennent structurés. L'Elysium, c'est un lieu qui sert où le prince et les anciens aiment se rendre et qui suit des règles plus ou moins tacites sur le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser de discipline, on n'a pas le droit de se battre à l'intérieur, et que si jamais quelqu'un fait quelque chose de ce genre-là à l'intérieur, le prince
et les primogènes vont lancer une chasse au sang contre lui. Et on rappelle, la chasse au sang, c'est concrètement, vous avez un avis de recherche sur toutes les personnes de la ville ont un avis de recherche sur vous, et tous les vampires peuvent vous tuer sans avoir aucune justification. Techniquement, on ne peut pas vous diableriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous bouffer pour vous s'approprier vos pouvoirs, mais bon, il y a des gens qui font avec. Donc l'Elysium est présent, je crois que c'est le musée c'est le musée d'histoire naturelle de la ville de Chicago, et ça deviendra vraiment quelque chose de très récurrent dans chacune des villes, avec toute une hiérarchie qui va tourner autour de l'Elysium, des harpies, le gardien de l'Elysium, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Rappelez-vous, on est qu'au 4e ou 5e bouquin de la gamme Vampire, il y en a plus de 60. Donc des informations sur comment s'y rendre, etc. Les prix en dollars, alors c'est toujours rigolo avec l'inflation de voir ce qui s'est passé. Donc l'histoire, évidemment, je vais peu ou prou me pencher sur l'histoire en soi de Chicago, puisque je suis très mauvais sur l'histoire américaine en général. J'ai juste vu le documentaire, à part la mini-série HBO qui a été faite pour les 200 ans de la Révolution américaine sur John Adams, sur HBO qui était excellente, et la série de documentaires de Ken Burns sur la révolution industrielle, la révolution américaine qui vient de sortir. Je suis vraiment pas un expert. Donc en gros, l'idée c'est que vous avez ce qu'il faut comprendre pour comprendre Chicago by Night, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, durant la Grèce antique, il y a deux, donc Hélène de Troie et Ménélas. Donc sachant que le Ménélas qui est indiqué ici n'est pas le Ménélas qui sera le mari d'Hélène de Troie. Donc rappelez-vous, Hélène de Troie, la plus belle femme de toutes les cités grecques, doit se marier avec un type qu'elle n'aime pas du tout, qui s'appelle Ménélas, qui est aussi roi d'une des villes, je crois, c'est la ville de Sparte. Elle se fait kidnapper par Prias, qui est beau comme un dieu, qui est le petit-fils en fait de Priam, qui est donc le chef de la ville de Troie. Troie étant, il me semble, en Turquie, enfin la Turquie actuelle. Il y a Ménélas commence à rager, il ramène tous ses petits potes de toutes les cités grecques, et il y a un grand assaut qui est mené sur la ville, qui mène au siège de Troie. On passe, il y aura Achille se battra contre, donc l'un des demi-dieux grecs se battra contre Hector, qui est l'un des héritiers de la ville, le frère de Prias. Ulysse va mettre au point son stratagème pour faire entrer le cheval de Troie. J'en passe et des meilleurs, il y a plein de choses à dire, mais c'est pas le propos. Le propos, il est simple, en fait. C'est-à-dire qu'au moment, la nuit où, en gros, donc si je dis pas de bêtises, normalement, donc le Minos, qui est censé être le Ménélas vampirique, va récupérer Hélène de Troie à la fin de la guerre de Troie, la transformer en vampire. Et après, utilisant Prias, qui est transformé en ghoul, donc son aimé, Hélène de Troie va réussir à modifier, Helena donc va réussir à séquestrer, tuer et diableriser son sire. Et dans l'autre sens, le Ménélé donc, de l'histoire de Vampire, qui était l'un des rois qui a triomphé sur Troie, la nuit avant la victoire sur les Troyens, est visité par l'antédiluvien en gros des Brujas, Troil. Parce que oui, il y a aussi un truc que je dois vous dire, c'est assez important pour la suite. Enfin, pas ici, mais dans 10 épisodes, je vous en reparlerai. L'antédiluvien Bruja, qui s'appelait, on n'a pas son nom, mais on peut supposer qu'il s'appelait Bruja, a en fait été bouffé par un 4e génération qui s'appelait Troil. Donc on peut supposer que Troil venait à la cité de Troie. Ça s'est fait peu avant ou pendant la guerre de Troie. Et à ce moment-là, ce Troil Bruja lui-même était un mec extrêmement froid, méthodique, calculateur, et Troil a été plus ou moins puni parce que lui, justement, était très colérique et caractériel. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle, en gros, concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les Brujas que vous connaissez, qui sont par nature des rebelles, des gens colériques, et qui ont une faiblesse par rapport à leur malédiction, c'est qu'ils ils tombent très facilement en frénésie de colère, vient de Troll. Troll est un 4e génération qui a bouffé son ancêtre, donc qui est devenu 3e génération. Donc techniquement, c'est l'antédiluvien, mais il est devenu antédiluvien par diablerie. Ce qui explique que plus tard, dans la série, je vous parlerai des vrais Brujas, qui sont une lignée qui a survécu, en fait, qui est basée sur l'antédiluvien original. Ça, c'est un thème qui est très récurrent dans Vampire, c'est-à-dire que les jeunes bouffent les vieux pour devenir plus balèzes, s'accaparer leur pouvoir, leur domination, mais aussi tout pour usurper leur identité. C'est un truc qui sera fait par beaucoup de personnages qui sont très importants dans l'histoire de Vampire et Masquerade.
Troll n'est pas le seul. Il y a notamment quelque chose de plus ou moins... il y a le même thème va revenir avec les Nosferatu, avec Baba Yaga. On en reparlera. Mais en gros, Baba Yaga est une quatrième génération qui va protéger les Nosferatu parce que Apsilamar, donc l'antédiluvien Nosferatu, est un enfoiré qui veut tuer tous ses enfants. Et donc Baba Yaga, en fait... En gros, tous les Nosferatu descendent de Baba Yaga et pas d'Apsilamar. Bon, bref, on en reparlera. Donc, Troll dit à Ménélié, salut copain, je te transforme en vampire, tu seras immortel et tu pourras être philosophe le reste de l'éternité. Banco, c'est super. Donc les deux commencent à partir. Chacun va dans son coin, tranquillement, et il y a un bisbille qui se passe, c'est-à-dire que Ménélié devient l'un des principaux architectes d'un élément qui est central dans la mythologie Bruja et plus généralement dans l'histoire des vampires occidentaux. Il va, à l'époque de la Rome antique, donc quand la République de Rome est en train de monter, il va s'installer dans une ville qui s'appelle Carthage, donc qui est située aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, en Libye, qui devient une sorte de troisième cité, donc une sorte de paradis artificiel où les vampires vivent au grand jour avec les humains. Tout le monde est content. C'est essentiellement le domaine des Brujas, et des Brujas et des Toréadors. Donc les Brujas sont très contents, les Toréadors, tout le monde est content, mais ceux qui ne sont pas contents, c'est les gens à Rome, Rome étant dominée essentiellement par, vous l'avez deviné, des Ventrus et des Malkaviens qui font chier, enfin les Malkaviens, bref. Le principe des Malkaviens, c'est qu'ils sont toujours là, on ne les attend pas, et ils font toujours des espèces de blagues débiles. Et l'une des blagues débiles des Malkaviens, ça a été d'aller voir les Ventrus et dire dis donc, je trouve que Carthage prend un peu trop d'importance, ils vont peut-être essayer de vous envahir, et de toute façon, j'ai entendu dire que c'était un lieu de débauche, et qu'il y avait notamment des Baalis là-bas. Donc les Baalis, pour aller très vite, c'est des adorateurs de Satan, on y reviendra. Et du coup, il va se passer, donc Ménélié est très très content dans cette cité, et Héléna va arriver dans la cité, donc ils se connaissent pas forcément, enfin en tout cas ils se connaissent parce qu'ils vivent tous ensemble et tout le monde est content, c'est les bisounours. Mais en fait ce qu'ils savent pas c'est que Héléna va être un espion qui va être envoyé plus ou moins envoyé par les forces de Rome, mais aussi parce qu'elle a déjà une espèce d'horreur en fait de Ménélié qui faisait partie des mecs qui l'ont transformé en vampire concrètement. C'est de sa faute, c'est eux qui ont fait tomber Troie, et Prias évidemment est en PLS. Donc la ville tombe, de la faute d'Héléna partiellement, et ça Ménélié va pas l'oublier. Donc pendant des siècles et des siècles, Ménélié va poursuivre après Hélène, il va la retrouver plusieurs siècles plus tard à Pompéi. Je passe les détails, mais en gros, le mec est tellement balèze, a tellement des disciplines de malade mental qu'il il va invoquer un élémentaire de feu qui va activer le volcan, tout le monde va mourir. Forcément, Héléna va mal le prendre, donc ça va être un jeu de chat et de la souris qui va durer des siècles et des siècles, jusqu'à se finir au XVIIIe siècle, où Ménélié arrive avec les premiers colons américains, se lie d'amitié avec les tribus natives amérindiennes, et aussi les loups-garous. Parce qu'en gros, il cherche Golconde, il commence à chercher Golconde, et donc il monte à... Son humanité devient très très haute, parce que le principe de Golconde, c'est que vous essayez de trouver un équilibre, un équilibre de zénitude entre vous et la bête. Donc il lâche sa colère, il lâche son histoire avec Héléna. Il s'installe chez les Indiens, et il commence à dormir sous le nom du loup pâle, qui va être un peu révéré, ou au moins accepté par les Indiens. Héléna arrive avec les Américains, commence à tuer tous les Indiens. Ménélié se réveille, paf, première frénésie en Milan, il commence à se foutre sur la gueule. Prias, en gros, Hélène est en état de mort cérébrale, Ménélié est en état de mort cérébrale. Quand un vampire est complètement KO, il tombe en torpeur, c'est-à-dire que son corps est inopérant, mais potentiellement son esprit est encore actif, et ils sont enterrés. Héléna est protégée par Prias, qui est sa goule, je rappelle, elle a une goule depuis des siècles et des siècles, qui est extrêmement puissante. Et de l'autre côté, Ménélié a les Amérindiens survivants qui se protègent de son corps. Et là arrive la création de Chicago, qui va devenir une des villes les plus importantes des États-Unis, avec l'idée que ces deux Méthusalem, donc ces quatrième génération, vont se faire une guéguerre pour essayer de détruire l'autre. Sachant qu'évidemment, ils sont les premiers à réaliser, et c'est ça la grande cruauté de ce qui s'appelle le djihad, donc la guerre des âges, ils sont les premiers à réaliser que c'est la connerie, en fait, que ce qu'il n'y a pas... Il pourrait très bien essayer de se laisser vivre, mais c'est pas possible parce que la paranoïa d'Hélène fait qu'elle ne laissera jamais vivre Ménélié, et que Ménélié sait très bien que s'il laisse Héléna active, elle va provoquer un désastre parmi les gens qui l'entourent, et en tout cas les gens qui le protègent, et sur sa personne. En gros, il faut qu'elle soit morte pour qu'il puisse reprendre sa quête de Golconde. Et donc, l'idée, c'est que ces deux Méthusalem, n'oubliez pas, le principe de vampire, c'est que c'est des lignées. Donc c'est-à-dire que potentiellement,
Il y a beaucoup de Brujas qui descendent d'une façon ou d'une autre de Ménélé, et il y a beaucoup de toréadors qui descendent d'une façon ou d'une autre d'Helena. Et donc, par voie de sang, par lien du sang, donc un lien actif, ou simplement par domination mentale, parce qu'ils ont beau être en torpeur, ils sont méga balèzes, ils vont essayer de contrôler d'une façon ou d'une autre tous les vampires de Chicago, pour détruire l'autre Méthusalem. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment le b.a.-ba de Vampire la Mascarade, c'est ce monde où, en gros, on a vraiment des mecs très très balèzes qui se foutent sur la tronche. Comme un jeu d'échecs, simplement. Donc, Chicago, très rapidement, la ville est fondée, arrive un premier prince qui s'appelle Maxwell, qui est afro-américain, qui est backé notamment par Inyaga, qui est une très 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 vieille Bruja qui vient d'Afrique, qui va le protéger. Comme d'habitude, les Malkaviens vont faire chier, et la grosse Malkavienne locale, qui est une espèce de vieille folle, évidemment, commence à provoquer un incendie, donc qui a vraiment eu lieu dans l'existence de Chicago à la fin du 19e siècle. À la suite de quoi, Lodin, qui est un jeune ambitieux, en gros, qui est pas, comme je disais, c'est pas un viking, en fait, je me suis trompé, qui est un jeune immigré, enfin transformé en vampire ventru, mais qui est un immigré suédois, va arriver et prendre le pouvoir. Donc en gros, il est manipulé, aidé par Helena pour prendre le pouvoir sur Maxwell, qui lui était un Bruja, si je dis pas de bêtises. Donc Lodin va prendre le contrôle de la ville en profitant qu'Inyaga soit pas là. Évidemment, quand Inyaga va revenir, elle va faire la gueule, et c'est un thème récurrent, c'est que les primogènes n'aiment pas du tout Lodin, le considère comme un mec assez faible, puisqu'il est assez jeune en fait en termes de puissance, et leur bisbille va être sans arrêt au cœur de l'histoire. La grande finesse et l'intelligence de Lodin, c'est qu'évidemment il sait quand se coucher, il sait quand concéder des choses aux primogènes, et qu'en plus il a l'appui de la Camarilla. Et ça c'est extrêmement important pour la ville qui va devenir la principale ville vampirique, en tout cas de la côte Est. Il va y avoir plusieurs feux, ça va être un peu cauchemardesque, et là arrive au début du siècle un type qui s'appelle Modus, qui est un toréador, qui contrôle les syndicats de la ville et qui essaie de faire son trou. Lodin va réussir à le défoncer, et l'envoyer Manu Militari vivre à Gary, qui va être la ville qui peu à peu va péricliter, sans l'appui de Lodin, qui va chercher sans arrêt à pourrir Modus, qui est un prince toréador qui vit dans la ville d'à côté. Différentes grèves vont avoir lieu, donc ça je vous rappelle par rapport aux années 20. Donc Lodin va en profiter pour vampiriser la première. En fait, étant prince, il peut vampiriser étreindre autant du mortel qu'il veut. Donc il va en profiter pour étreindre plusieurs personnes, des représentants syndicaux notamment. Al Capone et Ballard. Donc Al Capone étant un criminel, l'idée de Lodin, c'est que Al Capone va contrôler le côté criminel de la ville, alors que Ballard, qui est un industriel, va contrôler l'aspect légal, illégal en fait de l'industrie. Et avec ces deux côtés, il va complètement penser contrôler la ville. Il va aussi s'acoquiner avec un mec qui s'appelle Balthazar, qui est un espèce d'ignoble enfoiré raciste du sud, machin, qui va devenir le shérif, entre parenthèses, de la ville, on y reviendra, et qui va trahir tout le monde en fait pour servir Lodin. Sachant que c'est un Bruja et que Lodin est un ventru, techniquement, les Brujas décessent les ventrus parce qu'ils ont brûlé Carthage. Arrive donc pendant 50 ans, il y a la peste, qui s'appelle le cauchemar Praxis. Il crée l'Elysium, et là, en gros, les anarches commencent à arriver, ça monte. Le shérif, Balthazar, va tuer des anarches qui étaient plutôt pacifistes, donc on appelle des végétariens, parce qu'ils ne mangent pas d'humains. Et ça va provoquer la nuit de la rage, où les anarches vont arriver, vont commencer à essayer de tuer tous les mecs tous les anciens. Ils vont mettre à sac l'Elysium et compagnie, ce qui fait que le primogène Bruja va être atomisé. Et là, Lodin appelle la Camarilla pour dire « filez-moi un coup de main ». Il a les mains libres, il commence à atomiser tous les anarches. Pendant 10 ans, les anarches sont pulvérisés, il y a une grande guerre des âges qui va se mettre en place. Je passe à des meilleurs. En gros, le dernier événement qui est important à comprendre, c'est que les primogènes, avec l'appui d'une main invisible dont on va reparler plus tard, vont mettre en place, et aussi le Ménélé, donc qui est toujours le... Pardon. Ménélé, donc, qui est toujours en torpeur, vont créer un prince artificiel qui s'appelle Maldavis. Donc Maldavis, c'est une kétif, en fait, qui a été transformée par un trémère, mais il ne l'a pas assumé, qui est une jeune anarque super cool, qui a quasiment 10 ans d'humanité, et qui va utiliser des moyens très subtils pour essayer de monter et devenir prince. En plus, Maldavis est baquée par Ménélé, elle est baquée par une autre personne dont je reparlerai plus tard, et par les primogènes. Et donc l'idée, c'est que ça fait monter la pression sur Lodin. Peu à peu, Maldavis arrive à détruire les soutiens humains de Lodin, et Lodin, à la fin, finit par
mendier. Il vient devant le primogène en disant s'il vous plaît, sauvez-moi, tout, ça va pas le faire, on va tous mourir. Et les primogènes, sentant qu'il a appris sa leçon, disent ok, relâche un peu la pression sur Maldavis, qui arrive in extremis à ne pas mourir, ne pas se faire tuer par l'Odin. Et on arrive à l'époque moderne où le dernier grand événement va être que en fait, Helena va sortir de torpeur, donc elle est active. Mais évidemment, après 1000 ans passés en torpeur, enfin 700 ans, c'est compliqué de s'habituer. Elle est plus habituée à la technologie au monde. Et il y a un autre truc qui est très important, c'est la soif des anciens, qui est qu'en fait, quand vous êtes un gros vampire, vieux vampire, au bout de 1000 ans, en général, vous n'êtes plus capable de vous satisfaire, votre satiété ne peut plus être faite sur le sang des humains. Donc il faut croquer d'autres vampires. Et généralement, quand vous croquez des humains, c'est facile. Croquer des vampires, c'est beaucoup plus compliqué, même pour quelqu'un qui est très très gros bile. Et donc, elle va peu à peu créer, en fait, elle va créer par exemple elle va se faire passer pour elle-même une nouveau-née. Elle va créer un enfant qu'elle va utiliser comme casse-croûte, quoi, en fait, régulièrement. Et c'est là où on commence, où l'histoire va commencer pour nous. Donc on a tout un pan sur la géographie, j'ai passé très rapidement, ça ne m'intéresse pas, et deux, vous pouvez prendre, comme ils vous le disent, vous prenez n'importe quel guide présent de touristes pour justement un peu comprendre la structure de Chicago. Donc l'idée en fait essentiellement des vampires, c'est que les vampires n'aiment pas ce qu'ils appellent les barons, donc les terres désolées, qui sont autour, qui sont les banlieues. En gros, ils y vont juste pour dormir, mais c'est pas très intéressant parce que, s'ils se nourrissent, ça se voit assez rapidement, parce que si vous savez que votre voisin s'est fait croquer par un vampire et qu'il y a un autre voisin qui s'est fait croquer pour un vampire, il y a un moment, les gens vont tiquer. Et surtout, en fait, on se fait chier. Donc ce qu'ils font, c'est que généralement, ils dorment dans les banlieues et ils viennent la nuit au cœur de la cité, parce que tout vampire, faut jamais oublier, un vampire, ça se nourrit pendant 1 heure par jour, et puis le reste, ils ont 7 heures à tuer. Et la paranoïa n'est pas la seule chose qu'ils peuvent faire. Enfin, la paranoïa n'est pas suffisante pour vraiment rester debout. Donc il y a des descriptions, c'est un truc très classique, avec beaucoup d'éléments sur la ville, sa géographie, ce qu'on pouvait en faire. Et on vous dit à chaque fois aussi où les vampires qui vont être décrits par la suite ont tendance à rôder, simplement. Les règles de l'Elysium, donc très important, comme je disais, qui sont vraiment pour la première fois mises noir sur blanc, avec l'idée que si jamais vous amenez de la violence, vous utilisez des disciplines, vous pouvez vous prendre potentiellement une chasse au sang sur la tronche. Il y a l'Elysium peut être étendu à plusieurs endroits, donc les différents métros, les différents musées et compagnies de la ville de Chicago, avec évidemment les clubs, puisqu'on est vraiment dans un espèce de délire vampire, sous-culture goth, donc le Succubus Club, The Cave, Blue Velvet, donc ça mélange à la fois des choses qui existent vraiment et des choses qui sont complètement inventées, comme le Succubus Club. Le Sears Towers, qui a été pendant très très longtemps les tours, je crois que c'est plus le cas, mais c'est les tours les plus hautes de tous les États-Unis. Donc les Barons dont je parlais, Cabrini Green qui est l'équivalent qui est vraiment les HLM en fait, complètement dévastés, donc une idée du rêve américain qui est complètement effondrée, qui est maintenant au proie à la misère la plus totale. Si vous avez vu, je vous conseille l'excellent film Candyman qui se passe entièrement là-dedans, très intéressant, et la suite qui est pas terrible, mais qui a une idée très bonne derrière, c'est l'idée de la gentrification. Et ce que ça apporte. Mais le film original est absolument génial et se passe entièrement à Cabrini Green, avec une musique de Philip Glass absolument démentielle. Enfin, on arrive au gros chapitre. Là, c'est un bouquin qui fait quasiment 200 pages. On a à peine fait 50 pages. On arrive sur les personnages, donc les Kindred, qui va être l'essentiel d'une structure qu'on va retrouver très rapidement dans tous les Baina qui vont arriver par la suite. Donc, on vous dit, si vous avez joué Hachis pour Hachis, ça va changer un petit peu, évidemment. Là, on a aussi un truc nouveau qui est introduit, c'est l'échelle des secrets. Donc, en gros, c'est un système de notation américaine. Si vous avez A+, vous savez tout ce que je vous ai décrit au chapitre sur l'histoire, vous le savez. Et si vous avez F, vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Vous pouvez éventuellement identifier un anarque ou un ancien, mais ça s'arrête là. Et éventuellement, vous pouvez monter votre score de secret. On vous le donne, c'est juste un indicatif pour les personnages. Donc, on commence par clan. Ménélé, j'en ai déjà parlé, donc qui est vraiment le très très vieux vampire qui manipule tout le monde. On a toute une échelle en fait, une hiérarchie des vampires, qui est l'enfant de qui et compagnie. On vous explique, donc c'est grosso modo l'historique que je vous ai donné. On arrive vraiment sur enfin la case classique des stades de vampires qui va être le pavé vampirique qu'on va retrouver tout le temps, avec toutes les informations standards sur la personne, ses stats, ses caractères, humanité et compagnie, et des notes en fait sur les pouvoirs, ce qu'il peut faire et compagnie, comment on le joue, où est son sanctuaire, j'en passe et des meilleurs évidemment.
le plus vieux Bruja, qui est l'enfant de Ménélique, qui s'appelait Critias. Donc Critias en gros, a été ramené par... c'est Ménélique qui l'a invoqué à Chicago pour avoir un appui de poids, ce qui fait que quand Critias est arrivé, il est devenu peu ou prou le primogène des Brujas, pour justement servir les intérêts de Ménélique. Donc c'est un grand philosophe Bruja qui œuvre à l'université de Chicago, qui va rester jusqu'à quasiment la fin. Plus intéressant, Patricia Bolingbroke, Tyler, qui est un personnage extrêmement important dans l'histoire de Vampire, puisque c'est une jeune femme qui vivait à l'époque du bas Moyen-Âge et qui a perdu, en fait, suite aux influences de Jean Santerre, ses enfants et son mari, et elle a réussi à être transformée par Robin, en fait, Robin des Bois, qui était un vampire, ne cherchez pas. Et elle a mené en fait une grande opération pour aller attaquer les vampires plus âgés qu'elle, notamment beaucoup de diablerie. Il y a un moment, elle a dû fuir l'Angleterre parce que je pense que Mithras, donc Mithras on en reparlera, mais Mithras c'est un très vieux vampire, c'est le chef en fait, c'est le prince de Londres, et il est prince depuis quasiment 2000 ans, donc il est très très balèze, a dit ça suffit les conneries, donc Tyler a commencé à partir, donc c'est son pseudonyme qu'elle a piqué de son amant. Elle est partie en Europe et elle a commencé à croquer des gros vampires en Espagne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les jeunes vampires l'ont vu faire ça. Elle a notamment croqué un type qui s'appelle Hardestadt. Donc Hardestadt, c'est le fondateur ventru de la Camarilla. Et les petits jeunes, en voyant ça, se sont dit « Ah, mais c'est super, on peut faire pareil ». Et donc, c'est elle qui, consciemment ou inconsciemment, a créé le mouvement anarque et qui a créé le sabbat. Qu'elle le veuille ou non, c'est son héritage. Donc elle est extrêmement puissante. Et évidemment, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'elle est un peu accro à la diablerie. Donc derrière ces grands, ça reste une Bruja, hein, mais derrière ces grands speeches de révolte permanente, de liberté, d'égalité entre les vampires, elle est quand même complètement accro à la diablerie et cherche à bouffer tout le monde. Et elle boufferait bien Critias, par exemple. On continue un petit peu sur tous les éléments. Donc on va avoir par exemple beaucoup de mecs des syndicats. Pas grand chose à dire, hein, vous avez vraiment le. Généralement, c'est suivi un par un, simplement, donc, et ils sont ils sont transformés en vampires selon les besoins de leur sire. Vous voyez, les Brujas sont assez nombreux sur la team. Petite mention pour évidemment Balthazar, qui est le shérif, donc une espèce d'ignoble enfoiré qui vient du sud des États-Unis, qui est complètement raciste, qui est allé au Canada pour servir de mercenaire aux Anglais, qui a transformé en vampire un pauvre gars qui avait rien demandé, un Français canadien, qui a fini par tuer son propre sire avant de repartir aux États-Unis pour en gros servir l'Odin. Se faisant au début passer pour un anarque avant de trahir les anarques. Donc c'est une ordure en fait, complètement pourrie, qui survit par toujours d'un cheveu et qui est vraiment là pour servir en fait d'antagoniste à vos joueurs. Et ironiquement, donc son pseudonyme c'est Shérif pour se foutre de sa gueule. Mais Shérif va devenir un rôle prépondérant et très important dans la structure des villes de vampires. Donc Damien, qui est un gamin de 14 ans, mais qui a été transformé en vampire par Critias, sans le savoir, je crois. Donc ça fait qu'en fait, vous avez un gamin très jeune qui est extrêmement puissant parce qu'il est 6ème génération. Sinon, donc Genghis, qui était un anarque qu'on avait déjà croisé un peu plus tôt. Beaucoup de caïtifs aussi, donc le principe en fait c'est que vous savez que c'est des caïtifs parce qu'ils ne connaissent pas leur nom, ils n'ont pas été revendiqués, mais la majorité en fait sont affiliés étonnamment aux Trémères, qui les laissent un petit peu dans leur paname, parce que les Trémères ont une organisation extrêmement forte et sèche. Donc Maldavis dont je parlais, qui est une sorte de gambit royal utilisé par beaucoup de factions, donc notamment Ménélé, les primogènes, donc en gros Ménélé par l'intermédiaire des primogènes, pour essayer de renverser l'Odin. Elle est toujours vivante à ce moment-là. Donc je passe, hein, ils sont pas tous hyper intéressants, on va pas se mentir. On arrive chez les gangrels, donc les gangrels c'est un peu la Suisse de vampires, hein. Ils font partie de la Camarilla, mais bon, un petit peu quand ça les arrange, on va dire. L'idée c'est que donc les gangrels sont des gens qui sont extrêmement solitaires, extrêmement neutres, qui ont pour plus ou moins, c'est là où j'ai toujours un peu reproché à Vampire, quelque chose qui sera affirmé plus tard dans la version Dark Age, donc l'âge des ténèbres, c'est-à-dire que je trouve pas que l'échelle d'humanité corresponde. Je vous rappelle, hein, vous avez un score d'humanité, si vous avez 10, vous êtes Mère Teresa, si vous avez 1, vous êtes en passe de devenir un monstre, et à 0, vous devenez ce qu'on appelle un wig, donc un fantôme, quoi, un dégénéré, qui ne pense que par instinct. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y a dans Dark Age, et plus tard avec le Sabbat, on le verra en deuxième édition,
il y avait des voix. Donc les voix, en fait, plutôt dire vous êtes humain, il y a la voix de l'humanité, mais il y a aussi la voix de la bête. Donc grosso modo, c'est essayer de rallier, mettre en harmonie les instincts de chasseur que vous avez pour calmer la bête. Et je pense que ça correspond beaucoup mieux au gangrel, mais bon, bref, on en reparlera, c'est un peu compliqué. Donc en attendant, vous avez Inyanga qui est très très vieille, qui a été transformée en vampire avant la venue du Christ. Et vous verrez, il y a beaucoup dans ce bouquin de très bas générations qui sont extrêmement puissants et qui ont été transformés en vampires il y a très longtemps, qui constituent grosso modo la fille qui essaie de gérer toutes les frasques de l'Odin, faire en sorte qu'aucun humain et aucun vampire ne soit blessé. C'est assez compliqué. Elle a notamment transformé en vampire un mec qui bossait dans la boucherie, enfin dans les abattoirs de Chicago, et lui-même a embrassé a transformé en vampire une fille qui s'appelle Rosa Hernandez, qui est une sorte de passionnariat, qui a libéré les animaux du zoo de Chicago. Enfin, j'en passe des meilleurs. Les gangrels, ils sont un peu en mode Walou. On continue en Walou avec le Wolfpack, donc qui est un gang de bikers en fait qui se balade, qui très honnêtement n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est toujours un peu l'association stéréotype du gangrel avec les bikers. Les Malkaviens avec O'Leary, donc qui est la vieille folle, qui a foutu le feu à la ville et qui a permis l'ascension de l'Odin, ce qui fait que l'Odin la traite entièrement avec respect, avec un truc absolument dégueulasse, classique malkavien, où en fait ils ont créé une famille complètement folle en fait, où il y a la grand-mère, le fils, le mari, et c'est n'importe quoi, enfin, c'est complètement débile. Grande tradition des Malkaviens, et ainsi qu'une autre personne qui est en ce moment Malkavien, qui a 10 personnalités différentes, et donc toutes les stats qui vont avec. Horace Turnbull, qui à mon avis qu'ils ont laissé, parce qu'il avait un petit rôle, c'est un parieur en fait, il avait un tout petit rôle dans Ashes to Ashes. J'en passe. Nosferatu, plus intéressant. Après, moi je suis très fan de Nosferatu, comme d'habitude. Le primogène de Nosferatu s'appelle Khalid. En gros, c'est un ancien guerrier sarrasin de l'âge d'or de la péninsule arabique qui, à pas de bol, était très très fervent croyant, a été transformé en vampire parce que ça faisait marrer celui qui l'a étreint. C'est souvent le cas. Hein. Les Malkaviens et surtout les Nosferatu ont tendance à transformer les gens en Nosferatu juste parce que ça les fait marrer. Et un peu pour les punir. Il y a ce côté extrêmement moralisateur chez les Nosferatu qui évidemment descend de l'aspect, pour moi, très religieux et très chrétien / catholique instillé dans Vampire la Mascarade, à savoir que en gros les Nosferatu prennent des monstres, les transforment pour qu'ils deviennent pénitents, ou à l'inverse prennent des gens très beaux pour qu'ils tombent de leur échelle. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Et donc Khalid en fait va passer des siècles et des siècles ensuite à essayer de trouver Golconde, mais il n'y arrive jamais parce que c'était un monstre de son vivant. Et en gros, il avait déjà deux d'humanité quand il était vivant, et il n'arrive pas à les récupérer. Et donc c'est un mec qui est très cool, très posé, qui est ironiquement la seule personne qui est au Conseil des Primogènes, qui n'est pas sous l'influence d'un des deux antédiluviens, d'un des deux Mathusalem. Donc en fait tout son truc à lui, il maintient cet équilibre fragile entre sa position de primogène, parce qu'il a plein de gamins à gérer, plein de jeunes Nosferatu qu'il essaye un peu de garder sur le bon chemin. En même temps, il joue le rôle de chef espion, donc c'est là aussi où le rôle de Nosferatu en tant que maître espion va se mettre en place. Hein. Et de l'autre côté, il essaie de comprendre ce qui se passe et essaie de garder son libre arbitre, qui est très compliqué, parce que si jamais les primogènes s'aperçoivent qu'il y a un Nosferatu qui se balade avec un gros niveau d'occultation, qui sait ce qu'ils font et qui ne prend des notes, ils vont très très mal le prendre et il est possible que Khalid passe à la casserole. Donc autour de lui, il a tout un panel de marques assez rigolos, notamment il y a une immigrée polonaise qui arrive au siècle dernier, qui devait être bouffée par Annabelle Tréhabel, donc la primogène toréador, et elle était tellement balèze en fait qu'il lui a foutu 3 baffes, donc, et ça a fait marrer Khalid, il a fait ok c'est bon je te transforme en vampire parce que sinon elle va te tuer. Pas mal de gens, voilà, c'est assez intéressant. On a donc encore une fois un syndicaliste qui fait alliance avec Heinz, donc Heinz c'est l'un des enfants de l'Odin. 2 enfants qui ont été sauvés des flammes en fait et de leurs parents par Khalid, et le plus rigolo, Nathalie Bodrov, qui est en fait un chasseur humain qui a été transformé en Nosferatu pour rigoler par une espèce de vieille folle au fond des marais de Nouvelle-Orléans, qui est un Nosferatu et qu'en fait qui est un assassin terrible qui tue tout le monde en gros il se fait passer pour un assassin, donc il bosse pour l'Odin, il bosse pour tout le monde. Mais en fait, son but à lui, c'est que tous les vampires soient détruits. Et donc, dès qu'il peut, il tue les vampires. Et d'ailleurs, dans la V5, il coopère avec la Seconde Inquisition. Donc, c'est un mec assez dangereux. Il a un enfant qui a vu tout de suite, wow, il s'est dit, dis donc, c'est quand même bizarre, qui a reniflé le poteau rose et qui sait que son sire cherche à tuer tous les vampires, concrètement. Les toréadors, donc évidemment, on commence avec Helena, qui se fait passer pour une nouvelle-née qui s'appelle Portia,
qui vient de sortir de torpeur, qui est extrêmement balèze, qui manipule tout le monde. Bref, vous connaissez un peu le pipeau. Annabelle Triabel, donc, qui est forcément fille de prostituée parisienne, qui a réussi à monter les échelles et qui est venue, au bout de quelques siècles, aux États-Unis. Donc elle, en fait, techniquement, elle est sous le contrôle de Lena, mais Ménélié étant vachement fort, il a réussi à la retourner, ce qui fait qu'elle est contrôlée par Ménélié, alors que techniquement, c'est l'arrière-petit enfant d'Elena. Elle est plutôt alliée avec Modius, en fait, elle a un rôle assez important dans le petit scénario d'introduction qui est dans le bouquin de base. Le reste, donc c'est essentiellement des enfants d'Annabelle qu'elle a réussi à avoir en dealant avec Lodin. On a pas mal de trucs qui deviennent assez classiques, des trucs pour rigoler qu'ont fait les scénaristes. Notamment, on a un groupe de dilettants des années 20 qui en fait étaient mariés, ont été transformés en vampires et du coup ne peuvent plus se blairer depuis pour des conneries. Et ça, c'est un truc assez récurrent dans Vampire. On vous explique qu'en fait les vampires ne peuvent pas, des vampires qui s'aimaient ou qui s'aiment en fait ne peuvent pas rester éternellement amants parce que en fait, quand on est immortel, il y a forcément des bisbilles, des choses qui font que, comment dire, les petits agréments qui peuvent exister dans un couple se prolongent sur des siècles et des siècles et font que forcément, il y a un moment, ça pète et l'amour devient la colère devient une espèce de haine froide et donc ils cherchent à se pourrir la gueule et c'est souvent le cas. Les gens qui ont été amants dans Vampire cherchent activement à se pourrir la gueule sans cesse. Donc Sir, qui était aussi un chef de navire qu'on voit très rapidement dans Ashes to Ashes. On continue. On arrive sur les trémères. Donc les trémères fonctionnent par chanterie. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle en français, des fondations. Comme les mages de Ars Magica. Et donc comme les mages de Mage Ascension, on verra plus tard. Donc l'idée, c'est qu'il y a Nicolas qui est un enfant qui est très très balèze parce qu'il a été étreint au XIVe siècle. Donc c'est quasiment au moment où en fait les trémères deviennent un clan de vampires, qui est un enfant simplement, mais qui a des siècles d'expérience et qui a des niveaux de porc, évidemment, dans toutes les disciplines et qui gèrent en fait le principe des trémères. On ne peut pas les blairer parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, ils essaient de prendre le contrôle. Donc en fait, peu à peu, ils écrasent tous les autres clans pour en fait se favoriser eux plutôt que favoriser concrètement les vampires et la Camarilla. Ça, c'est un peu le pacte avec le diable qu'ont fait les fondateurs de la Camarilla en acceptant les trémères, ce qui n'est jamais... on en reparlera, mais il y a un clan qui les a toujours détestés pour ça. Notamment donc les différentes personnes qui ont été transformées par Nikolai et notamment donc Abraham Bussab qui est un Afro-américain qui lui en fait est le créateur de Maldavis mais personne ne le sait. Donc en gros il a un sombre petit secret, c'est que c'est lui qui a créé le pire ennemi du prince. Donc ça c'est assez rigolo. On a des nouveaux rituels donc, qui sont tous plus pétés les uns que les autres. On en reviendra très rapidement. On a aussi donc elle aura un rôle récurrent à jouer, donc une infante de Nicolas qui est en fait c'est pas encore dit, mais qui est plus ou moins une sorcière réelle, qui a beaucoup de liens avec les vrais mages humains, donc qui reviendra dans plusieurs scénarios. Et on arrive évidemment au boss, à Lodin, donc Olaf Hult, qui en gros est un mec assez jeune, en fait, c'est un ancien, mais il a quasiment que 3 siècles, qui dirige la ville. Comme vous voyez, en fait, c'est un truc de fou, il a énormément d'enfants. En fait, parce que quand on est prince, on en fait autant qu'on veut, mais le fait qu'il ait créé autant d'enfants a beaucoup fait tiquer les primogènes qui cherchent à le punir sans arrêt pour ses actions, et surtout le punir pour la façon dont il a pris le pouvoir. Parce que je rappelle qu'il a profité d'un incendie pour faire ça. Donc voilà, Lodin, c'est une grosse crapule, je veux dire, à basse humanité, il est prêt à trahir tout le monde pour garder le pouvoir, c'est un peu une ordure. Il a un tic assez rigolo, c'est que quand il s'énerve ou autre, il y a son accent original suédois qui ressort. L'occasion pour les Américains de faire leur pire accent suédois, notamment le chef suédois qui est un personnage récurrent du Muppet Show. Donc Tommy Hinz, qui est qui était un syndicaliste qui a été transformé par Lodin en vampire pour le contrôler et en fait qui s'est rebellé. Donc en fait il y a une sorte de coterie de syndicalistes qui existe dans Vampire, dans Chicago, on va y reparler. Ça j'ai pas compris, c'est un délire. En fait c'est un mec, il a zéro d'humanité, il est complètement débile, tout ce qu'il fait c'est contrôler les trains de la ville. Ballard, donc, qui est ce gros porc qui passe son temps à manger, qui est l'industrialiste par excellence, qui contrôle toute la ville et qui a en fait encore ses enfants humains, petits-enfants qui sont dans la ville. Sovereign, qui est un mec, qui est l'enfant de Ballard, qui cherche à prendre sa place, qui est un comptable. Donc Al Capone, qu'on ne présente plus.
Nina, je sais plus qui c'est. Donc il y a pas mal de gens, encore une fois, qui sont là, transformés par Capone pour un peu. Parce que Capone cherche à prendre le contrôle, en fait, devenir prince à la place du prince, qui évidemment ne se fera jamais. Et Nili, qui est en fait qui est sénéchal, donc qui a un rôle qui n'est pas encore inventé. Le sénéchal est le type qui. C'est le secrétaire, en gros, du prince, qui s'occupe de toutes les affaires courantes pour lui. De Schumpeter, alors là, c'est un grand morceau de edginess quand vous lisez la description du truc. Donc je crois que c'est un journaliste, si je dis pas de bêtises, ou un économiste, bah, un peu comme le vrai Schumpeter. Et en gros, on vous dit, il avait tout pour plaire. Première phrase, c'est, alors il bossait au centre du commerce de Chicago. Il avait des filles qui battaient, il avait une femme qui frappait, il avait la meilleure vie possible. Alors ça, c'est vraiment l'écriture typique edgy de vampire, où des fois ils balancent ça, ils en ont rien à faire. C'est assez ignoble. Donc Kevin Jackson, qui est le seul, bon, c'est un peu clichetonneux, mais l'idée en fait c'est que c'est le seul afro-américain qui va être embrassé par l'Odin, sachant que l'Odin est extrêmement raciste, pour prendre le contrôle des quartiers pauvres comme Cabrini Green, et bah, évidemment en V5, c'est lui qui a pour le pouvoir et devenir prince, une fois que l'Odin se sera fait défoncer la gueule dans Under a Blood Moon, mais ça on en reparlera. Peterson c'est un journaliste, alors je sais plus trop, alors ça lui c'est assez compliqué, c'est un hacker en fait qui a été transformé par l'Odin, parce que le principe des vieux vampires c'est qu'ils ne comprennent pas comment marche la technologie. Donc ils embrassent des jeunes vampires, enfin ils transforment des humains en vampires pour contrôler la technologie. Et ce type-là, en fait, c'est assez marrant, il a une histoire d'amour avec une autre vampire qui est Toréador. Il finit en fait par l'aimer. Elle aussi, en fait, s'aperçoit qu'elle est tombée amoureuse de lui, et donc elle demande à Annabelle, qui est la chef des Toréadors, de la laisser tranquille. Et donc, en fait, il est un peu libre de ses mouvements. Ça fait partie des jeux de pouvoir qui sont décrits dans l'historique. Et on a Lorraine qui est la faiblesse en fait de l'Odin, qui est une jeune vampire plus ou moins LSD slash anarch qui est en fait qui est amoureuse, et l'Odin lui est amoureuse d'elle. Donc c'est un peu sa faiblesse. On arrive aux autres, donc en gros qui sont pas catégorisés dans les clans de la Camarilla, qui sont un peu les facteurs X. C'est là où on voit que la V1 n'était pas complète, mais aussi plus intéressante par certains aspects, parce que justement, elle était très libre et lâche. On commence par Philippe Rigaud, donc moi ça me trigger, parce que mon nom de famille est quasiment pareil que Rigaud, qui est français évidemment, donc soldat à la cour du roi Soleil, qui est en fait... Alors c'est un truc, c'est un grand classique, hein. Donc c'est un sabbatiste. Le principe, c'est que le sabbat se veut être une armée, donc ils ont souvent des anciens soldats dans leur rang, parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et tout ce qu'on fait, c'est leur donner un nouvel ordre de mission, et ils font ce quart de tour. En l'occurrence, Philippe Rigaud s'est fait assassiner, enfin, a failli être tué sur un champ de bataille en Hollande, je crois. Et en gros, les mecs du sabbat sont arrivés, ils lui ont dit, bah écoute mon gars, c'est simple, c'est la Camarilla, c'est les méchants, c'est eux qui ont tué tous tes potes, etc. Donc évidemment, Philippe Rigaud a dit, ok, c'est parti. Donc c'est un très très vieux vampire, enfin c'est un vampire qui a été éteint au XVIIe siècle, qui est très très balèze, qui est l'un des meilleurs éclaireurs du sabbat, et qui est là en fait pour grosso modo prendre le contrôle de la ville, enfin saper l'autorité du prince. Ils vont avoir un rôle à jouer. On a des cas du sabbat qui sont... Là, c'est plutôt pas mal, parce que justement, vu que le sabbat est encore assez mystérieux, on n'est pas encore sur le cliché du mec avec une moto qui tire sur tout le monde. C'est plutôt des mecs subtils et assez violents. On remarque aussi qu'à l'époque, il y avait aussi la bonne idée de dire que les gens sont créés par le sabbat. Donc en fait, ils n'ont pas de cire en tant que tel. Donc, puisque l'idée du sabbat, c'est que en gros, vous êtes drainé de votre sang, on vous est dans une fosse commune, on laisse quelques gouttes de sang traîner, et vous êtes transformé en vampire, vous sortez de la tombe et vous êtes complètement zombifié, on vous balance en fait en frénésie sur les lignes ennemies, ce qui permet de cramer aussi votre humanité, et un peu de chance, si vous survivez à l'assaut, félicitations, vous êtes intronisé pour devenir vrai sabbat, et là vous buvez le sang de tous les mecs qui sont dans votre coterie du sabbat, qu'on appelle les packs, donc les meutes. Donc voilà, c'était et là, le grand principe à l'époque, c'est qu'en fond, quand ils savent pas, ils mettent zéro en humanité. Ce qui était pour moi un bon concept, en fait, de dire que le sabbat a une échelle de moralité qui est différente. C'est pas des monstres, enfin c'est pas des créatures possédées par la bête, mais ils ont zéro d'humanité parce que justement ils sont incompréhensibles. Les personnes savent vraiment comment classifier moralement le sabbat, mais évidemment, White Wolf étant White Wolf, très rapidement on aura des trucs alternatifs pour ça. Euh, Pareil, donc il a une agent avec lui qui est une fille qui est sortie de l'étreinte de la tombe, et elle était parfaitement calme et composée. Et on arrive au Monitor, donc là c'est vrai, alors ça c'est un truc assez intéressant. Donc je vous ai dit qu'évidemment il y a la Camarilla, il y a le Sabbat, mais il y a aussi une très très vieille secte qui s'appelle l'Inconnu, qui sont des vampires généralement de 4e ou 5e génération, qui sont tous recherchent le Golconde, donc qui cherchent en fait à sortir du djihad, mais qui ironiquement quelque part font partie du djihad aussi, parce que quand vous faites partie de la Camarilla et vous savez qu'il y a des très très vieux vampires qui vous observent, et si jamais vous les faites chier, ils vous désintègrent.
comment dire, ça peut vous motiver à faire certaines actions. Donc le principe, c'est que l'inconnu, la majorité des gens de l'inconnu sont cachés quelque part en Europe, on y reviendra, et ils ont des agents d'observation qui s'appellent les moniteurs, qui sont répartis dans chaque ville quasiment du monde, avec des vampires. En l'occurrence, donc le moniteur de Chicago s'appelle Rebecca. C'est une ancienne, comment dire, c'est une ancienne juive en fait d'époque très très vieille, donc étreint quasiment avant, juste avant l'arrivée du Christ, et qui est extrêmement balèze. Elle a des stades de taré. Enfin ça c'est ce principe. Donc imaginez, là je vous parle juste des agents qui sont d'observation, qui sont extrêmement puissants. Donc vous imaginez même pas à quel point les membres de l'inconnu eux le sont. Et donc son job en fait c'est simplement donc elle a toute une histoire vachement triste et compagnie jusqu'à ce qu'elle arrive à bosser à rouler pour Golconde. Et elle arrive à monter, enfin elle arrive à atteindre Golconde, et depuis elle surveille en fait ce qui se passe à Chicago. Elle est en fait, techniquement elle n'est pas censée faire quoi que ce soit, mais elle a commencé à notamment pousser pour celle qui a aidé Maldavis en fait à devenir un peu Maldavis l'a protégée, c'est pour ça qu'elle est 10 d'humanité, et elle essaie de la faire monter pour qu'elle devienne le prince en fait de Chicago. On a Prias qui est une goule, donc la goule de Helena, mais qui est extrêmement balèze, parce que c'est une goule qui a plus de 2000 ans. Qui n'est plus sous contrôle de Helena, donc potentiellement c'est un joker aussi qui peut évoluer sur sa position et changer de camp. Donc ça c'est intéressant comme concept. Il est plus balèze que 95% des vampires évidemment, parce que ça fait 2000 ans qu'il boit du sang de vampire. Et enfin, truc assez rigolo, il y a une succube qui est présente, donc une succube, une démonette, qui se balade dans la grande tradition des démonettes de Slanesh, qui vit dans la cité et qui, contrairement aux vampires, ne boit pas de sang, mais draine l'énergie sexuelle durant l'acte sexuel avec des hommes exclusivement. Elle les draine, ils crèvent. Et ça marche pas pour les vampires, évidemment, parce que les vampires sont morts. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle aime pas du tout les vampires, parce qu'ils ont tendance à attaquer aussi des hommes. Donc elle a un pouvoir magique, c'est qu'elle peut automatiquement charmer les hommes. Donc ça, c'est cash. Et elle a aussi, donc elle se cache en fait sous l'un des grands parcs, et elle draine et tue quelque part les humains. Ce qui fait que les Nosferatu sont complètement flippés, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui vit près d'eux et qui potentiellement peut les détruire. Ça, c'est un rôle récurrent qui va être très intéressant chez les parmi Nosferatu, on y reviendra, mais ils sont très paranoïaques sur le fait qu'il y a des gens qui les observent dans les égouts et qui vivent avec eux. Et c'est une sorte de running gag en fait dans toutes les villes. Il y a toujours une créature méga balèze qui vit à côté des Nosferatu, que les Nosferatu sentent, ne voient pas, et donc ça les rend très très paranoïaques. Et dans la troisième édition, donc la Revise, Gulfora sera changé pour être en fait une Enoai, comment ça s'appelle, Elohim, donc les démons de Demons of Fallen, qui sont la dernière conception. En gros, tous les démons que vous allez rencontrer dans Vampire la Mascarade, qui sont un peu faits, walou, comme ils veulent, vont être rétro-modifiés à la fin, quand il y a un jeu qui s'appelle Demons of Fallen qui sortira. Mais moi, je trouve que le coup de la succube, c'est très rigolo. Et enfin, on a un vampire, mais c'est pas trop, c'est un peu compliqué. En gros, c'est un vampire qui était l'ancien gardien de Ménélé, qui est devenu complètement indépendant et qui s'aperçoit qu'en fait tous les malheurs de sa tribu sont arrivés avec Ménélé. Et donc il a peut-être pour l'idée de détruire Ménélé quand il aura le temps, ou quand il aura le courage. Donc les coteries, comme je disais, c'est vraiment le truc essentiel de Vampire la Mascarade, à savoir que vous avez des groupes qui bossent ensemble de vampires pour survivre et atteindre un objectif commun. Donc généralement, ils ont un objectif affiché, ils ont un goal réel, et c'est parti. Donc évidemment, l'idée des primogènes, leur rôle officiel, c'est de maintenir une opposition à l'Odin. Leur rôle officieux, en fait, c'est de jouer la bataille des deux Méthusélem, qui chacun, en fait, se tire la bourre. Comme vous voyez à chaque fois, il y a donc des flèches qui vont dans les deux sens. Donc c'est du one-to-one au niveau des relations. Ça y est, je parle comme un administrateur de base de données. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, ils ont des relations entre eux, et c'est comme ça que vous devez les jouer, des relations amour-haine assez intéressantes. Donc à chaque fois, il y a beaucoup de trucs. Donc il y a autant de coteries quasiment que d'arcs narratifs qui ont été développés dans le bouquin. Donc vous avez les enfants de l'Odin, où en gros ils peuvent pas donc l'industriel et le syndicaliste peuvent pas se blairer. Le jeune afro-américain veut prendre le pouvoir sur l'Odin. Il y a tout un petit peu ce truc-là. Et la seconde fratrie de l'Odin, en fait, se sent un peu exclus des premiers qui sont beaucoup plus puissants, donc ils bossent ensemble. L'Odin aime Lorraine. Ça va assez loin, en fait, et à chaque fois, il y a des belles descriptions qui sont intéressantes. Donc les Nosferatu, en général, qui sont tous plus ou moins potes, sauf avec Nathaniel, qui est un psychopathe, forcément. Donc
les syndicalistes hein, qui sont sous l'appui de Modus, en fait, qui œuvrent à Gary pour un peu les aider. Les anarques, alors ça c'est un autre truc aussi, c'est que Juggler, qui était un personnage assez important dans la ville de Gary, est en fait contrôlé par un lien du sang par Elena, et donc Elena essaie de le pousser pour qu'il devienne le chef, en fait, qu'il prenne le contrôle sur la ville de Chicago. Mais évidemment, il y a plein de choses un peu différentes qui se passent à droite à gauche. Donc c'est le cercle de tous les anarques qui existent. Les nihilistes, donc c'est ceux qui veulent casser l'ordre établi, donc c'est notamment Damien, qui est très jeune, très malaise, et c'est tous les gars en fait qui sont, c'est ça qui est rigolo, c'est que des enfants qui ont été laissés de côté par leur sire ou qui détestent leur sire, qui cherchent en fait à s'abstraindre de l'ordre moral établi, à part Genghis qui est un mec à la cool en fait, qui est toujours là pour les bons plans. Bon, le Wolfpack, je vais même pas y penser. Le Baby Chorus, donc ça c'est un cliché encore, c'est un truc débile de vampire. C'est en gros, ils ont monté un groupe de rock et le groupe de rock et sa propre coterie, qui est aussi un complément généralement pour quand vous créez des personnages pour les lier ensemble. Donc Gary, ça j'en reparle pas. Tous les gens qui gravitent autour d'Annabelle et les toréadors dans l'Elysium. Le Sabbat, donc ça c'est facile en fait, grosso modo. Philippe veut convertir Tyler parce qu'il considère que c'est l'une des fondatrices du Sabbat. Wendy et Philippe bossent ensemble, mais Philippe est paranoïaque par rapport à Wendy parce que c'est un peu une sociopathe. Et ils essayent de convertir ou de manipuler le fils, donc qui est l'un des Malkaviens complètement fou. Les alliés de Maldavis, donc ceux qui ont essayé de faire monter et de contrôler Maldavis pour qu'elle devienne potentiellement le nouveau prince. Et c'est à peu près tout. Donc on a une illustration qui est extrêmement laide de Cartwright. Je sais pas qui c'est, j'ai pas trop regardé. Pour le dernier chapitre qui est pas le plus intéressant, qui est en fait une suite de rencontres un peu torchées, qui font quelques lignes à chaque fois, avec différence et la rencontre par rapport à la bête quand elle s'éveille, les conspirations, donc tous les secrets que vous pouvez tomber face à vous, des thèmes sur le désir, la diablerie. Donc c'est vraiment sur des émotions ou sur des thèmes et des concepts de vampires et de l'art du conteur qui pour moi est complètement débile. Alors, c'est bien comme idée, mais c'est toujours un peu... c'est le problème de White Wolf, c'est qu'ils ont eu un peu ce côté extrêmement... prendre les gens par la main pour essayer d'imposer leurs thèmes, leurs idées, leurs visions, ce qui à mon avis est une erreur, puisque par définition, quand vous écrivez un livre, un roman et autres, les thèmes, ils arrivent qu'en deuxième position. Ils n'arrivent en fait que... Enfin, quand vous écrivez un livre, vous avez une intention. Généralement, un livre est là pour raconter votre expérience personnelle par un biais et autre. Tout l'intérêt d'un livre, c'est d'exposer justement la nature humaine par un style, disons, narratif, par votre goût, par ce que vous ressentez. Et le thème, en fait, il apparaît toujours qu'à la fin du bouquin. Vous dites, bah oui, tiens, effectivement, il y a des éléments récurrents qui arrivent. Et donc, je trouve que les imposer aux joueurs de façon assez bourrine, c'est pas la meilleure solution. Surtout que, normalement, en plus, Vampire, ça reste un jeu. Donc, le jeu a des mécaniques qui devraient normalement vous pousser dans cette direction. Vampire, on en a déjà parlé, on en reparlera de nombreuses fois, mais à ce problème, évidemment, schizophrénique entre le fait de vouloir, d'un côté, parler d'une horreur morale narrative personnelle, à savoir qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui reste de mon humanité, comment est-ce que je fais pour rester un humain, et de l'autre côté, vous inciter par l'utilisation de disciplines et de pouvoirs complètement débiles à vous éclater comme dans un jeu de super-héros. Et encore une fois, c'est quelque chose qui, dès la base, a été conçu comme ça c'est pas comme disait Bill Gates, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est-à-dire que c'est vraiment, le jeu a été conçu comme ça. La dichotomie, à mon avis, est pas conçue de but en blanc, mais il est clair que comme il savait que les jeux d'horreur ne se vendaient pas, à l'exception de l'appel de Cthulhu, mais Cthulhu c'est un peu différent parce que c'est un côté très littérature, parce que finalement Cthulhu, je vais être méchant, mais c'est jamais du Sherlock Holmes. En gros, c'est vraiment un jeu d'enquête classique avec des monstres, mais vous retirez les monstres, vous pouvez très bien jouer avec un Moriarty. En fait, les jeux d'horreur ne marchent pas, et donc ils voulaient impérativement quelque chose pour amener les gens vers le jeu, comme avec Shadowrun où il y a de la magie et des gros flingues, bah c'est un peu pareil, et donc les disciplines servent à ça. Et il s'en cache pas, hein, c'est pas moi qui invente. Hein, le jeu a été conçu comme ça, donc c'est une tension, une dichotomie qui n'a jamais été résolue dans Vampire. Elle sera résolue plus tard, notamment dans Mage d'Ascension, dans les autres jeux de la gamme, dans les jeux, disons, moins porteurs du monde des ténèbres, et c'est un peu la grande tragédie, en fait. C'est que Vampire est le jeu le plus célèbre, le plus acclamé, qui a eu le plus de suppléments sur toute la gamme du monde des ténèbres, mais c'est un jeu qui n'a jamais réussi à travailler avec ces dissensions, où d'un côté on veut un jeu, et de l'autre côté on veut une histoire morale à raconter, alors que... bon, attention, je vais dire... Bref, si je commence à parler d'Orpheus, je vais pas m'en sortir. Mais je trouve par exemple, Mage d'Ascension le marche beaucoup mieux parce que vous jouez des allons du changement, et le changement se trouve dans le fait que vous utilisez des pouvoirs complètement débiles, et c'est très très marrant. Pareil pour Fae, Changeling, qui est absolument génial avec la conception
la conception en fait de rapporter du glamour, de l'art, de l'enchantement dans la vie de tous les jours qui est extrêmement morne. Enfin, ça marche très très bien, quoi. Mais dans Vampire, bah, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, Chicago by Night, c'est quand même le supplément extrêmement important sur lequel toute la gamme ensuite va être calquée pour tout, pour les concepts, pour les Mathusalem qui se battent dans les ombres, pour le djihad, pour la guerre des âges, pour les anarches, pour les, je sais pas, enfin tout et n'importe quoi, la disposition du prince, les primogènes, les shérifs, tout ça, tout ça, tout ça. Et ben on y est, c'était ça. Et du coup, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine. Allez, salut!